Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h07 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkoff reçoit Leslie Varenne, auteur de ce livre Emmanuel au Sahel, itinéraire d'une défaite. C'est aux éditions Max Milo. Bonjour Leslie Varenne. Bonjour. Leslie Varenne, alors Emmanuel au Sahel, c'est vraiment un livre que je recommande. C'est un livre à lire. C'est un livre qui raconte effectivement les rêveries d'un promeneur solitaire dans un continent qu'il ne connaît pas. Et vous dites vous-même, vous avez une phrase formidable. Vous dites, le président qui ne savait pas ce qu'il ne savait pas. Et c'est vraiment ça, c'est quand on lit votre livre, je rappelle que vous êtes journaliste, que vous avez très longtemps, que vous êtes spécialiste de l'Afrique, vous y avez passé des années, arpentant effectivement... plusieurs pays, et on découvre quand même ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas que Macron. Bien avant Macron, ça avait commencé effectivement ce désamour. Alors que la France, la francophonie d'un côté, les colonies de l'autre, enfin, 150 ans de présence plus ou moins assumée. Et puis ce qui se passe aujourd'hui, alors ce qui est absolument, on apprend vraiment beaucoup de choses dans votre livre, et ce qui est tout à fait sidérant, c'est la profondeur du gouffre et presque abyssale du désamour, effectivement, je ne sais pas si on peut appeler ça d'un divorce. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'on en est à ce point? Alors, c'est pas... Il y a plusieurs choses sur ce sujet-là. D'abord, on parle toujours de sentiments anti-français, de ressentiments anti-français. Je m'inscris en faux. Les Africains n'ont rien d'anti-français. Ils rejettent la politique française. Mais moi, je suis française, je vis en Afrique, tout se passe bien, tous mes amis qui vivent en Afrique, tout se passe bien pour eux. Donc il y a absolument aucun racisme anti-blanc, enfin toutes ces bêtises-là, ça c'est faux. Vous voulez dire qu'en Afrique, il n'y a pas rien, ça, non? Non, rien du tout. Franchement, les Africains d'Afrique francophone que je connais, parce que l'Afrique c'est 55 pays, je connais pas tous les pays d'Afrique, mais en tout cas, où je me rends, il y a absolument pas ça. Alors où est le problème? Alors, le problème, c'est des strates successives qui ont été posées. On peut revenir très longtemps en arrière, la colonisation, etc. Mais je crois que c'est au coup... Moi, je remonte à 2011 quand même. Les plus grandes catastrophes, ça a été la guerre en Libye et la guerre en Côte d'Ivoire. Donc là, il y a eu un véritable rejet de la politique française avec, souvenez-vous, l'assassinat de Kadhafi. On oublie, on oublie que au Mali, en 2011, pendant la guerre en Libye, il y avait des manifs géantes pour contester cette guerre que l'OTAN menait dans ce pays, pour contester le rôle de la France, etc. Et puis, Côte d'Ivoire 2011, c'est aussi l'arrestation par l'armée française de Laurent Gbagbo dans son bunker qui a vraiment choqué l'Afrique. Donc, déjà, depuis 2011, ça montait. Il y a eu toutes les réflexions, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, ou même Hollande, les 2 poids, 2 mesures, les doubles standards, etc. Et puis, il y a la France qui... devenu atlantiste avec son retour dans le commandement intégré 2008 Sarkozy, oui. Depuis Sarkozy, qui maintenant fait partie d'un bloc occidental et qui paye pour l'ensemble de l'œuvre de ce bloc occidental. Donc c'est des strates qui se sont empilées, accumulées, et puis Emmanuel Macron arrive en 2017 sur ce terreau-là, sur ce fond-là. Et on lui dit, parce qu'à ce moment-là, toutes les ambassades de France en Afrique préviennent le rejet de la politique, ils appellent ça sentiment anti-français, mais le rejet de la politique française est très fort, faites attention, faites très attention, etc. Et Emmanuel Macron ne prend pas la mesure de ce qu'il faudrait faire à l'époque pour changer tout ça. Et il va finir par se comporter comme un président français, toujours président d'une nation indispensable, exceptionnelle, la grande France, qui n'est déjà plus là. Et il réalise pas que le monde a changé et que les pays africains maintenant ont le choix de leurs partenaires. Donc ça va monter. Ouais. Alors on va en parler, mais juste je voudrais que vous rappeliez que quelques jours après sa nomination, son élection, il vient où et dans quelle occasion? Alors, quelques jours. C'est 5 jours, 5 jours après son investiture. Il arrive à Gao.
Donc, au Mali. Donc, il arrive au Mali. Pardon. Oui, non, il arrive au Mali et il arrive directement dans la plus grande base française de l'armée française au Mali et à Gao. Et il arrive sans passer par la capitale. Il va pas voir le président du Mali d'abord. Il va pas saluer Ibrahim Boubacar Keïta. Ça, c'est la première polémique en Afrique de son quinquennat. C'est 5 jours après son investiture. Parce qu'en Afrique, on respecte les ancêtres. Donc, il n'avait pas à arriver dans la base de l'armée française comme si c'était un département français. Il fallait respecter la souveraineté de cet État. Et puis, il faut pas oublier que quand il arrive en 2017, l'armée française est sur place depuis 2013 et la situation n'a fait que se dégrader. Donc les Maliens commencent à être tendus et commencent à se dire qu'est-ce que c'est que ces Français qui sont là et qui n'arrivent pas à ramener et à pacifier le pays. Donc il arrive dans une situation qui est déjà pas facile. Et il va pas saluer le président Ibrahim Boubacar Keïta, et il va avec Le Drian et puis l'éphémère ministre des Armées, Sylvie Goulard, et il reste 6 heures. 6 heures chrono, hein. Et il repart après 6 heures, c'est ça. Il fait un petit tour d'hélico au-dessus du Niger, il reste 6 heures chrono, et là, il fait un discours extrêmement autoritaire. Je vais tout arranger, je vais tout arranger, je sais, j'ai les clés, je sais comment il faut faire, j'ai la feuille de route, je serai très exigeant avec mes partenaires, avec les partenaires maliens. Et d'ailleurs, le plan Barkhane va rester jusqu'au bout, jusqu'à la pacification. Les soldats français ne partiront que lorsque le dernier djihadiste aura disparu du Mali, ce qui évidemment ne se passera pas, et les soldats français seront obligés de partir, je rappelle quand même, seront obligés de partir du Mali, du Burkina Faso et enfin du Niger. En juillet 2023 dans les conditions terrifiantes que... On va en parler justement, on va en parler avec vous, Leslie Varenne, après cette petite pause. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé autour? Vous racontez un peu toute cette histoire. Je dirais l'histoire d'un désamour annoncé, même si on ne parle pas des sentiments, mais les sentiments existent, mais évidemment il y a la réelle politique d'abord qui existe et la réelle économie. On va en parler. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. Leslie Varenne, visiblement, était dans tous ses états quand elle a écrit ce livre, Emmanuel au Sahel, l'itinéraire d'une défaite, qui est un miroir. C'est très intéressant parce que ça parle de l'Afrique, ça parle de beaucoup de choses qui se passent en Afrique et qu'on ne connaît pas parce qu'on n'est pas assez renseigné là-dessus. Et puis ça parle aussi, vous savez, comme disait Cocteau, il est temps que les miroirs réfléchissent. Eh bien, c'est un miroir qui réfléchit justement sur la France et notamment les dirigeants. Et vous parlez, alors, on va parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu cela, on a vu ce qui s'est passé à Barkhane, on va passer au Mali. Et au fond, quand même, faut peut-être pas, jeter la pierre que sur la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Vous en parlez beaucoup dans votre livre et on a entendu ça partout, que Russes, Chinois, Allemands et même Italiens viennent se glisser dans les interstices de l'Afrique, où que la France, et vous dites ce n'est pas les Africains qui ont quitté la France, ce sont la France qui est en train, enfin en partie, je caricature là, mais qui est en train de se désengager de l'Afrique. Est-ce qu'il y a de ça ou pas? En fait, la France a été obligée de se désengager de l'Afrique. Du point de vue colonial et compagnie. Du point de vue militaire. C'est-à-dire que la façon dont la France a été obligée de se désengager, à cause de toutes les bêtises qui ont été faites, allez, on va reprendre depuis 2013, pour pas faire porter tout le fardeau à une seule personne, mais sûr. Même depuis 2011, si vous voulez. Et donc la façon dont on s'est désengagé a nuit, et nos concurrents
qu'ils soient côté Chine, Russie, Iran, Turquie ou nos alliés, ont vu un espace, américains et autres, ont vu un espace dans lequel ils pouvaient rentrer. C'est-à-dire que la France est tellement à une telle mauvaise image que maintenant les pays africains font appel à d'autres. Parce que vous êtes un chef d'État africain, vous savez que si vous faites appel à la France, vous allez avoir une opinion publique qui va être qui va pas être très contente, etc. Et puis vous avez des partenaires qui vous proposent des choses qui sont plus intéressantes. Les Turcs arrivent avec de l'armement pas cher et très adapté. Les Chinois ont de l'argent pour créer des infrastructures. Les Russes ont aussi de l'armement, la diplomatie des céréales, etc. Et puis ils sont aussi membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi intervenir au Conseil de sécurité. Ça compte. Et bien sûr. Donc la France est devenue a été totalement marginalisée. Alors justement, Leslie Varenne, mais est-ce qu'il n'y a pas... Moi, je voudrais vous poser une question. En lisant votre livre, j'ai eu ça. Bon, écoutez, les chefs d'État africains ne sont pas des je ne dirais pas tous, bien loin de là, mais ne sont pas tous des angelots et des gens, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème, c'est au plus offrant, quand on leur dit, écoutez, on va pas s'occuper de vos affaires, que vous ayez un certain nombre de pays qui ont été quand même, je dirais, d'eux-mêmes, qui ont bien massacré, etc. Nous, on va s'occuper de faire des affaires avec vous, de l'économie, de vendre des armes, et puis vos régimes, alors on dit c'est très bien, certes, mais enfin quand même, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas de part et d'autre, là-dedans, beaucoup de cynisme, franchement? Ah mais il y a beaucoup de cynisme, mais de la part de tout le monde. De tout le monde, on est bien d'accord. Parce que, si vous voulez, la géométrie variable de la France, elle existe aussi. Vous avez, la France soutient par exemple la Guinée, Conakry, avec un putschiste qui s'appelle Mamadi Doumbouya. Ou bien, on vient de le voir, Oligui Nguema du Gabon, qui est lui aussi un putschiste. Il était à l'Élysée il y a 2 jours. Donc, chacun à s'en prendre. Voilà. Donc, et je veux dire, sur les valeurs, par exemple, qu'on défend, on peut rien dire parce que Mamadi Doumbouya a fermé toute la presse, toutes les radios sont fermées, etc. La France, pour l'instant, ne dit rien. Les manifestations sont réprimées. Il y a des morts pendant les manifestations, la France ne dit rien. Donc, si vous voulez, c'est bien la preuve que les Russes ne disent rien. Mesure, voilà. Donc, personne ne peut dire j'ai des valeurs et je soutiens ces valeurs-là parce que c'est plus vrai. Alors, sur l'Afrique de l'Ouest, c'est extrêmement lisible. Alors, Leslie Varenne, justement, là-dessus, ça m'intéresse. Vous avez dit, il y a eu une série de choses qui ont été faites, qui ont fait que il y a eu ce dessaisissement, je dirais. Quelles sont pour vous les erreurs ou les fautes les plus graves, ou en tout cas les plus patentes qu'ont fait les gouvernements français successifs? Il n'y a pas que... Alors, on va peut-être pas reprendre, mais si on reprend depuis 10 ans, à partir d'Emmanuel Macron, bon, il y a eu une succession de bourdes qui n'auraient pas été si graves, mais si vous voulez, le fait qu'Emmanuel Macron ne fasse pas la bonne analyse quand il arrive, qu'il continue la même stratégie que François Hollande, donc que la situation sécuritaire s'améliore pas, ça ne permettait pas à la France de décider de manière autoritaire sur tout. Bien sûr. Et donc le point clé, le point du basculement qui vient après plusieurs étapes, le point clé, le point du basculement, c'est à mon avis la convocation de Pau. C'est-à-dire, on est en novembre 2019. C'est une année noire pour le Sahel, mais vraiment une année noire. Il y a énormément de morts parmi les militaires sahéliens au Mali, au Burkina, au Niger. Les présidents sahéliens de l'époque, encore des présidents francophiles, Marc-Christian Caboret, Ibrahim Boubacar Keïta, il y avait Mamadou Issoufou aussi. Donc, sont dans une situation extrêmement difficile. Ils n'arrivent pas à ramener la sécurité. L'opération militaire française Barkhane n'arrive pas à ramener la sécurité. Là-dessus, il y a le sommet de Sochi en Afrique, en Russie. En Russie, oui. Où tous les présidents sahéliens se rendent et ils commencent à envoyer des messages en disant on a peut-être besoin d'autres partenaires où on peut diversifier nos partenaires, etc. Ils vont tous à Sochi.
Et là, Emmanuel Macron voit qu'on est dans un moment un peu délicat. Et comme il fait souvent quand il est mis en difficulté, il répond de manière autoritaire. Donc il est au sommet de l'OTAN et il convoque tous les présidents sahéliens au sommet de Pau. En 2019, ça. Ça, c'est en novembre 2019. D'accord. Il convoque tous les présidents sahéliens au sommet de Pau et la façon dont il les convoque, on appelle ça la convocation de Pau, mais la façon dont on leur demande de venir, ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas ni auprès des chefs d'État, ni auprès des populations. Il faut que clarifier, est-ce que vous voulez de la France, est-ce que vous voulez pas de la France, il les convoque de manière très autoritaire. Et là, je raconte dans le livre, parce que c'est une anecdote assez marrante, les chefs d'État vont se consulter entre eux et vont décider de ne pas aller, les convoquent à Pau, et vont décider de ne pas aller à Pau. Et de convoquer... Tous. Et de convoquer un sommet à Niamey pour le 15 décembre. C'était le sommet initialement prévu le 16 décembre. Oui. De tous se rencontrer à Niamey le 15 décembre. Et de façon à ce qu'Emmanuel Macron aille tout seul à Pau. Et finalement, il y a un des présidents, c'est le président nigérien, qui balance à Emmanuel Macron ce qui était en train de se tramer. Et immédiatement après, Emmanuel Macron va déplacer le sommet au 13 janvier 2020. Donc les présidents seront obligés d'aller à Canossa, mais ça, à ce moment-là, est terrible. Ah ouais. Et même la convocation de Pau, où Emmanuel Macron se met encore en chef de guerre, alors que là, tout le monde est en difficulté, parce qu'on n'arrive pas à pacifier cette région. Les djihadistes sont de plus en plus nombreux. Les populations vivent de plus en plus difficilement cette situation sécuritaire, et surtout les populations, et à raison, elles se demandent, mais enfin on comprend pas comment l'armée française si puissante avec tout son matériel n'arrive pas à venir à bout. Donc après il y a des théories complotistes qui vont se faire, mais comment ils n'arrivent pas à venir à bout. Donc c'est ça, ça a été et un à point ce de moment-là, rupture, quoi. Enfin, à ce moment-là, moi je pense. C'est mon avis, mais je pense que à partir de ce moment-là, c'est fini. Emmanuel Macron a perdu le Sahel et la suite ne sera plus qu'un long chemin de croix pour lui. On va en parler de la suite, effectivement, et non pas de la fin, parce que c'est une suite sans fin après cette petite pause. Et puis vous aurez la parole, évidemment, 0826 300 300 pour poser toutes vos questions à Leslie Varenne, qui est notre invitée du jour. On parle du Sahel. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ouais, je ne sais pas si les carottes africaines sont cuites, mais en attendant, la saga d'Emmanuel au Sahel, itinéraire d'une défaite dont vous parlez, Leslie Varenne, livre qui est paru aux éditions Max Milo, c'est quand même quelque chose d'assez attristant pour nous. Quand on le lit, mais je voudrais continuer un peu sur cet inventaire, on ne peut pas tout voir, je renvoie au livre et vraiment je le recommande, qui est au Niger, vous dites la chose la plus catastrophique, et ça a été le Niger, la plus dramatique. Oui, ça a été le Niger parce que il faut voir, le Niger, ça arrive après déjà une accumulation d'erreurs. L'armée française a déjà été obligée de quitter le Mali, obligée de quitter le Burkina. Et là, il y a le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger. Et alors qu'il y avait eu 5 coups d'État auparavant. Et que, quels que soient les coups d'État, personne n'avait demandé que le chef d'État déchu soit remis à son poste. On avait entériné les coups d'État, tous les coups d'État étaient passés comme des lettres à la poste. D'accord. Et là, le coup d'État de juillet 2023, la France se cabre et demande que le président Mohamed Bazoum du Niger soit remis à son poste. Et vraiment, on demande que le président... C'est une exigence que le président démocratiquement élu soit remis en place, etc. Ce qui est déjà une bêtise
pour une raison, c'est que une fois qu'un coup d'État a 48 heures, c'est extrêmement difficile de remettre un chef d'État sur son fauteuil. Ça, on le sait. On le sait, oui. Ensuite, ce qui était très difficile, de cette demande était très difficile, c'est que ce coup d'État a très vite été populaire, a très vite été porté, parce que la France, mais pas que la France, hein, les Européens, etc., souvent, ils racontent des histoires, ils finissent par y croire. C'est la fameuse phrase, vous savez, nous sommes un empire maintenant, nous créons notre propre réalité. Ça s'appelle la prophétie autoréalisée. Les prophéties autoréalisatrices. Donc, ils avaient déclaré que l'élection de 2021 était une élection démocratique, que Mohamed Bazoum avait été élu démocratiquement, etc. Oui. Ce qui était faux, et tous les Nigériens le savaient. C'était une passation de pouvoir entre l'ancien président et le nouveau président. Je ne rentre pas dans tous les détails. Et donc, quand les Nigériens, quand la population nigérienne voit que on se cabre, que la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, met des sanctions, que la France soutient ces sanctions, etc., la population sort pour soutenir la junte. Et là, tout le monde, enfin la CEDEAO et la France vont faire une erreur majeure, c'est de dire si vous ne remettez pas en poste au pouvoir Bazoum, il y aura une intervention militaire. Ils l'ont dit officiellement. Ils l'ont dit officiellement. Et donc, là, il y a une levée de bouclier. Comment vous voulez imaginer une intervention militaire dans un pays qui, depuis 10 ans, est en guerre, où la CEDEAO n'avait jamais rien fait pour les décontrôler. La CEDEAO, rappelons, c'est l'organisation sous-régionale de chefs d'État. Des chefs d'État, oui, africains. Oui. Et donc, comment vous voulez que ce soit accepté dans un des pays qui est le plus pauvre du monde? On leur met des sanctions terrible contre économique, alors que c'est un pays enclavé. Enfin, c'est toute une succession et les populations supportent pas. Donc, elles vont soutenir la junte. Il va y avoir des grands mouvements populaires et à ce moment-là, comme la France, Emmanuel Macron reste droit dans ses bottes, il veut l'intervention, ça va durer 2 mois. Hein. Et donc, la population sort et la junte au pouvoir va demander le départ des militaires français. Et là, il y aura ces scènes absolument dévastatrices pour la France, où la population va camper devant la base militaire de la France à Niamey, exigeant le départ des forces militaires. Le Niger va demander le départ de l'ambassadeur de France. La France va refuser. Donc on va se retrouver dans une situation absolument inédite où on a nos forces militaires plus un ambassadeur qui sont cloîtrés chacun dans leur base. Oui. Et ça, c'est franchement, c'est du jamais vu. Ça va durer. Emmanuel Macron ne va rien lâcher, mais alors rien lâcher pendant 2 mois. Les manifestations vont continuer. Et puis fin septembre. Alors parce qu'Emmanuel Macron, ce que j'ai oublié de dire, comptait sur une intervention militaire de la CEDEAO et comptait des chefs d'État africains. Et comptait aussi sur peut-être l'aide des autres partenaires européens. Tout le monde va se dissocier de cette intervention militaire, l'Italie, l'Allemagne, les Américains qui refusent cette opération militaire, tout le monde va se dissocier de cette posture, il va rester dans cette posture malgré tout jusqu'à la fin septembre. Et puis à la fin septembre, il va finir par jeter l'éponge comme si de rien n'était et comme si rien ne s'était passé. Mais là, ça a été la menace d'intervention militaire sur ce coup d'État. A laissé des traces. Ah oui. Et ça laisse des traces encore aujourd'hui, parce que la junte à Niamey ne veut plus entendre parler de la France, les Français n'ont plus de visa, tout est bloqué. Je rappelle quand même que dans ces 3 pays, on n'a plus d'ambassadeur de France. Hein. Actuellement, il n'y a aucun ambassadeur de France. Il n'y a plus d'ambassadeur de France ni au Niger, ni au Burkina, ni au Mali. Mais c'est quand même un résultat triste. Oui, si c'est triste. Dire. Oui, c'est très triste. Et au Niger, on aurait pu s'éviter ça parce que on avait vu comment ça s'était passé au Mali. On avait vu que les sanctions avaient soulevé les foules et avaient au contraire apporté une légitimité à la junte malienne. Donc on savait que les sanctions c'était contre-productif. Aussi, ouais. On l'avait vu au Burkina. Donc on aurait pu échapper à ça. Il suffisait juste de voir toutes les leçons de ce qui s'était passé avant. On aurait pu être tiré et ça n'a pas été fait. C'est pour ça que ça donne un portrait de nos dirigeants. Enfin bon, on peut en parler.
mais il y a quelque chose que je voudrais évoquer avec vous. Vous en parlez dans le livre, Leslie Varenne, qui est quand même, je ne dirais pas le point d'orgue, mais qui nous a tous laissé pantois à l'époque déjà. Vous dites, d'ailleurs, vous l'écrivez comme ça, à cette litanie s'ajoute également une perle, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, un bijou, une merveille, celle d'avoir confié l'Organisation internationale de la francophonie. La francophonie, 350 millions de francophones dans le monde. À une anglophone. En 2018, la France a pesé de tout son poids pour que la direction de cette organisation revienne à Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui ne parlait pas un mot de français. Donc, l'organisation de la francophonie est donnée à quelqu'un. Mais c'est quoi cette histoire, quand même? Alors, je ne sais pas si, pour être juste, je ne sais pas si, je pense que, je pense que, oui. Comme le Rwanda était francophone avant de décider d'être anglophone, je pense que Louise Mushikiwabo parle français. Oui, enfin, mais elle est la représentante d'un État anglophone. D'un État anglophone, exactement. Donner la francophonie à un État anglophone, je veux dire, c'est une chose qu'il fallait faire. On l'a fait. D'ailleurs, alors qu'il y a combien d'Africains francophones, de pays d'Afrique francophones, enfin, vous l'avez dit, ça doit être dans ce zoo-là, 300 millions peut-être. Et donc, en plus, on donne à une Rwandaise, et le plus grand pays francophone au monde, faut pas oublier que c'est la République démocratique du Congo, avec 110 millions d'habitants. Et comme le Rwanda et la République démocratique du Congo sont en conflit depuis... Et il y a des massacres encore aujourd'hui, des centaines de milliers de morts, voilà. Hommes, femmes et enfants. Ça aussi, on n'en parle pas. Hein, bon. Donc, comme les Congolais de Kinshasa sont vent debout contre le Rwanda, on s'est mis... pour faire plaisir à un petit État, le Rwanda, avec qui on avait envie, pour des raisons historiques, de retrouver des bonnes relations, nanana, on s'est mis à dos 100 millions de francophones. Et après, et de toute façon, Louise Mushikiwabo a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire à peu près rien sur la francophonie. Je veux dire, l'Organisation internationale de la francophonie est vraiment absente. À sa décharge, mais c'est vrai aussi pour Macron, c'est-à-dire que tous ces outils qui étaient des outils de soft power très importants pour la France, ont été au fil du temps dévitalisés. Et donc là, ça a été dévitalisé sous Sarkozy, sous Hollande, et puis maintenant, on arrive à la fin de la course. Certes, mais on peut-être justement, vous parlez toujours, et c'est vrai que ça remonte, c'est pour ça il ne s'agit pas de porter toutes les responsabilités sur une personne, qu'elle soit présidente de la République, c'est clair, mais enfin, on peut revitaliser. On peut changer de voie, on peut changer de direction, ça arrive. C'est ça, le facteur humain. C'est aussi de regarder et changer de direction. Esteban, je crois que nous avons... C'est Jean-Paul qui nous appelle depuis Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui. Bonjour Jean-Paul. Bonjour madame, bonjour André, merci de me donner la parole. J'aurais une question madame à vous poser. Ne pensez-vous pas qu'il y a un manque de connaissances de la part de notre cher président et de ceux qui l'entourent, des us et coutumes que l'on doit avoir envers d'autres pays, qu'il y a une forme d'arrogance quand on voit l'arrogance qu'il a envers le peuple français, ne serait-ce que pour le citer. Et de plus, je vous dirais que tout ce que vous avez dit m'amène à une inquiétude supplémentaire vis-à-vis de la diplomatie que l'on a aussi envers la Russie. Voilà, je pense qu'on a à notre tête des gens qui ne sont que dans leur ego, qui ne sont que dans leur petite gloire, et il n'y a plus de diplomatie française, il n'y a plus de discussion, ils veulent imposer, avoir raison de tout, sans s'occuper de ce que peuvent penser les interlocuteurs qui sont face à eux. Et je trouve que cela est très dangereux, et au travers de ce que vous nous avez expliqué, notamment que l'on n'a plus d'ambassadeurs dans ces trois pays, je trouve que les Français, et notamment les parlementaires et autres sénateurs, devraient quand même s'emparer un peu de ces affaires et d'essayer de mettre un terme à tout cela. Merci Jean-Paul. C'est moi qui vous remercie. Je dois dire, c'est vrai, Leslie Varenne, vous en parlez dans votre livre, il faut quand même le rappeler, même si on avait des copains qu'on mettait en poste d'ambassadeur, mais là, le Quai d'Orsay n'existe plus, pratiquement. Enfin, le corps diplomatique en tant que tel.
Emmanuel Macron a décidé, quand il décide, vous savez, c'est lors du dernier remaniement, où il dit, il demande à ses ministres d'être des soldats de l'an 2, des soldats révolutionnaires, et que maintenant il faut lutter contre le grand effacement. Parole, des actes. Voilà, lutter contre le grand effacement de la France. Et c'est intéressant parce qu'Emmanuel Macron a des fulgurances, donc c'est lui-même qui parle du grand effacement de la France. Hein, c'est pas moi qui le dis, donc et il a bien conscience de ça. Mais il dit ça, mais il ne donne pas les outils pour. Et au contraire, au lieu de donner les outils pour, il a dissous le corps diplomatique, ce qui fait que ce qui se faisait de manière marginale avant est maintenant institutionnalisé. On pourra mettre un grand flic dans une ambassade ici, etc. Et qui fait que la spécialisation, la passion, les connaissances, l'expérience, parce que la diplomatie, on le voit souvent, hein, la diplomatie, c'est des mots. On n'emploie pas un mot à la place d'un autre. Vous avez vu ce que Motroupossol a fait comme, qui est pas un mot diplomatique. Motroupossol en Ukraine, voilà. etc. Oui. Et donc, tout ça, c'est un métier. Et c'est vraiment un métier d'orfèvre. Et tout ça disparaît. Et ce qui fait que, voilà, on est dans cette situation-là. Mais je pense que votre auditeur, absolument raison. J'ai rien à redire de ce qu'il a dit parce que c'était assez juste. Hein. Exactement. On va continuer de parler du Sahel dans un instant après cette petite pause. Et puis évidemment 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Leslie Varenne qui vient nous voir pour son livre Emmanuel au Sahel, itinéraire d'une défaite. C'est aux éditions Max Milo. Et nous avons Antoine qui nous appelle depuis Mulhouse. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Oui, bonjour messieurs, dames. Écoutez, voilà, bon, je conçois tout à fait ce que révèle cette dame. Mais je pense qu'il manque peut-être un élément qui est celui que la France ne pratique pas ce que pratiquent les pays qui nous mettent dehors au Sahel. J'ai une petite expérience, 17 ans au Sahel, 4 coups d'État. On retourne une population en 24 heures. Hein, c'est pas la population qui décide, c'est un petit état-major qui met les gens dans la rue et qui vous retourne et tout le monde manifeste contre la France. Donc il manque toujours ce petit élément de dirais-je un petit peu de dessous des pratiques que nous on ne fait pas, alors qu'on ne l'ait pas vu venir ou qu'on ne l'ait pas géré. Ça c'est peut-être autre chose. Mais vous pensez que c'est un petit élément, Antoine? Vous pensez que, je veux dire, on peut retourner ça, que certes, les populations peuvent être retournées, c'est vrai partout, pour l'Afrique comme pour l'Europe, mais vous pensez que tous les coups d'État qui a eu lieu, ce sont des coups d'État de population retournée, pour vous? Non, c'est pas la population qui est retournée, c'est un petit état-major de 8-10 bonhommes, que j'ai fréquenté, je vais dire que j'ai pratiqué ou que j'ai connu, qui avant étaient, comment dirais-je, ils étaient toujours adeptes à la France, parce qu'on avait aussi ça du temps quand les socialistes sont venus, après l'appel de la Baume, on a eu le RPR, on a eu la mairie de Paris, j'ai vécu tout ça, monsieur. Oui. Donc, on travaillait en France, mais on a incarné de partis, et j'ai toujours, je militais avec les Nigériens que je connaissais, je disais toujours faites des relations d'État-État et pas de parti à parti. Ouais. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus la question de parti à parti avec la France et les États du Sahel, Mali, Burkina, Niger, quand on compare les coups d'État et de la façon dont ils se sont produits, c'est qu'on voit bien que derrière, il y a une manœuvre qui est différente par rapport à la nôtre, mais qui est la même dans ces 3-4 pays du Sahel. Et d'autres qui vont peut-être suivre. Qu'en pensez-vous, Leslie Varenne? Je pense que chaque coup d'État est différent. Et donc, dans le livre, d'ailleurs, j'ai tout un long chapitre coup d'État dans lequel je décris les coups d'État par le menu. Il y en a pas un qui s'est passé de la même manière.
Moi, je vois 2 coups d'État qui ont après un soutien populaire. C'est le Mali, le premier au Mali en août 2020 et celui de juillet 2023 au Niger, parce que c'est 2 coups d'État qui viennent débloquer des situations démocratiques bloquées. Au Burkina Faso, c'est autre chose, c'est l'armée entre elles. Donc c'est encore un autre problème. Il n'y a pas eu de soutien populaire au Burkina Faso. En Guinée, c'est le plus spécifique parce que, comme je raconte dans le livre, à mon avis, il y a eu au moins une ingérence extérieure, même si la population l'a accepté parce qu'il y avait eu un 3e mandat. Mais ouais. Donc, et au Tchad, c'est encore autre chose puisque c'est un coup d'État constitutionnel. Donc tous les coups d'État sont différents. Que on retourne la population. Alors c'est vrai que les chefs d'État eux-mêmes ont payé des manifestants, qu'on peut instrumentaliser des manifestants. On peut le faire, c'est clair. On peut le faire. Ça s'est fait d'ailleurs. Les chefs d'État, avant les coups d'État, les chefs d'État l'ont fait. Après les coups d'État, ils l'ont encore fait. On paye 1000 francs par-ci, 1000 francs par-là. On peut avoir une manif, des manifs gigantesques comme il y a eu au Mali et au Niger. Lorsque les sanctions ont été imposées, c'est impossible. Il y a un vrai soutien populaire. Donc on fait quand même la différence entre les instrumentalisations et le soutien populaire. Une junte ne peut pas tenir sans soutien populaire. En tout cas, sauf si elle est dans la répression, comme au Burkina Faso actuellement, mais comme dans d'autres pays. Mais c'est vrai, en tout cas, que c'est toujours très compliqué. Il y a toujours un côté, effectivement, de corruption et autres qui existe, mais ça ne suffit pas à expliquer. Ça suffit pas, et on peut pas le tableau. Alors ça suffit pas à expliquer, on peut pas essentialiser, on peut pas. Il y a jamais un seul critère, il y a beaucoup de critères, donc on peut dire une chose et son contraire. En tout cas, moi je renvoie à votre livre, que vous soyez ensuite d'accord ou pas d'accord, mais lisez-le. Il y a encore une fois énormément d'éclaircissements. Juste pour finir cette émission de Leslie Varenne, est-ce qu'aujourd'hui, très franchement et très froidement, est-ce qu'aujourd'hui la France en Afrique est toujours la France qu'elle a été pendant des dizaines de décennies, voire plus d'un siècle, où effectivement c'est devenu, disons le mot, un pays européen comme un autre, c'est-à-dire est-ce que c'est devenu, qui n'est pas rien, l'Allemagne, l'Italie, je parle toujours vis-à-vis de l'Afrique, l'Allemagne, l'Italie ou autre, ou le Portugal ou l'Espagne, qui ont. Et les États-Unis qui sont très très présents. Et les États-Unis, bien sûr. Enfin, non, je parlais de pays européens. Là, justement, je disais un pays européen comme un autre. Pardon, voilà. Excusez-moi. Non, mais donc effectivement, où est-ce que il y a encore une possibilité, en tout cas, de bouger, peut-être pas de retrouver ce qui s'était passé. Le monde change, et on le sait ô combien. Mais voilà, qu'est-ce qui peut se faire, ou surtout, est-ce qu'on est aujourd'hui, un pays, entre guillemets, tristement normalisé? Alors, d'abord, ça dépend des pays, ça dépend des endroits. Mais quand même dans les pays où la France... on peut considérer que la France a encore une certaine influence. La France est quand même très marginalisée. Donc même comme la Côte d'Ivoire ou même comme le Cameroun, si vous prenez l'Afrique. Même le Sénégal. Alors, le Sénégal, ils viennent de changer, et donc la France aura un rôle à jouer. Alors là, comme un autre pays européen. C'est ça. Mais même dans des pays où la France a encore des liens étroits. Sa voix portera beaucoup moins. Dans d'autres pays où là il y a eu des confrontations, donc c'est tous les pays du Sahel. Je pense que c'est terminé. Ça c'est terminé comme c'était avant, quoi. C'est terminé. Tant que, de toute façon, c'est terminé comme c'était avant partout. Partout, oui. Ça, c'est partout. Après, on aura un rôle plus ou moins. La France a encore une image, un rôle symbolique, mais pas déterminant. Donc, il restera la francophonie un peu. Il restera alors, mais bon, dans les pays du Sahel, en tout cas. Tant que les mêmes chefs d'État restent en place de part et d'autre, je pense qu'on ne pourra pas bouger. Là, il faudra des changements pour que ça bouge, parce qu'on a été trop loin dans les invectives, dans les menaces, etc. Après, la France a encore des atouts.
Bien sûr. Mais ça ne pourra plus se faire comme avant. Et j'aime à dire que ça ne pourra se faire que dans un rapport respectueux. Avec des présidents qui savent ce qu'ils sachent. Avec des présidents qui savent ce qu'ils ne savent pas. Avec des présidents qui sont conscients de ne pas tout savoir. Voilà. Merci mieux. Leslie Varenne d'avoir été avec nous. Merci André Berkoff d'avoir animé cette émission. On rappelle votre livre, Leslie Varenne, Emmanuel au Sahel, itinéraire d'une défaite. C'est aux éditions Max Milo. On va se retrouver demain entre midi et 14h. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.